Depuis le 6 novembre dernier, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice en exercice, est jugé devant la Cour de justice de la République du jamais vu. Dans le procès qui s'ouvre, Éric Dupond-Moretti joue son avenir en politique. Il est en effet accusé par 3 syndicats de magistrats et par l'association Anticorps de prise illégale d'intérêt dans 2 affaires impliquant des magistrats avec lesquels le garde des Sceaux a eu maille à partir en tant qu'avocat. Blast a pu consulter l'arrêt de renvoi de la commission d'instruction de la Cour. 143 pages qui détaillent les 2 affaires qui ont amené M. Dupond-Moretti sur le banc des prévenus. La première concerne Édouard Levrault, nommé en août 2016 juge d'instruction détaché auprès des services judiciaires de la Principauté de Monaco. D'une durée de 3 ans, ce type de détachement est généralement renouvelé au moins une fois. Mais en 2019, M. Levrault apprend que ce ne sera pas le cas et il est alors nommé à Nice. L'affaire rebondit 1 an plus tard, suite à la diffusion le 10 juin 2020 de l'émission de France 3 Pièce à conviction, intitulée « Scandales à Monaco, les révélations d'un juge ». Il y a eu des actes que je m'apprêtais à accomplir, des actes d'investigation, dont je pense que les autorités monégasques ont eu vent, dont elles ont eu connaissance et dont elles ont cherché à se prémunir. Édouard Levrault laissait entendre dans ce reportage qu'il avait été écarté de la juridiction monégasque à cause des enquêtes qu'il avait commencées sur certaines personnalités de la principauté. À savoir, l'homme d'affaires russe et président du club de football de l'AS Monaco, Dmitri Ribolovlev, et Christophe Agé, alors directeur de la police, ce dernier ayant été mis en examen par le juge Levrault dans son enquête ouverte sur le premier. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, Maître Dupond-Moretti est l'avocat de ces 2 personnalités de la principauté. Les réactions ne se font pas attendre. Le 17 juin, Christophe Agé dépose une plainte pour violation du secret de l'instruction auprès du procureur de la République de Nice et le 18, il demande à la ministre de la Justice d'alors, Nicole Belloubet, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature afin qu'il statue sur, je cite, « les manquements disciplinaires commis par le juge Édouard Levrault ». Nicole Belloubet accède effectivement à la requête du policier monégasque et demande au Conseil supérieur de la magistrature d'entendre le juge Levrault. Il est convoqué le 17 juillet suivant, mais refuse cette audition au motif qu'elle n'a, selon lui, aucun fondement juridique. Une enquête administrative par la direction des services judiciaires est alors envisagée. Seulement voilà, entre-temps, le 6 juillet 2020, Éric Dupond-Moretti est devenu ministre de la Justice. Dès le 31 juillet, la direction des services judiciaires fait remarquer à sa directrice de cabinet, Véronique Malbec, le conflit d'intérêts dans lequel pourrait se trouver le tout nouveau garde des Sceaux en cas d'enquête administrative concernant le juge Levrault, puisqu'à ce moment-là, il est toujours l'avocat du policier qui porte plainte. Pour résumer, Éric Dupond-Moretti se retrouve en tant que ministre à superviser une enquête de ses services dans laquelle il est lui-même partie prenante en tant qu'avocat. C'est bien ce qui pose problème. Malgré ces mises en garde, Véronique Malbec saisit l'inspection générale de la justice d'une enquête administrative concernant M. Levrault afin, je cite, de rechercher si des manquements aux devoirs de son État sont susceptibles d'être caractérisés. La situation est délicate pour le garde des Sceaux et, reconnaissant implicitement le risque d'un possible conflit d'intérêts, Jean Castex, alors Premier ministre, prend 2 décrets de déport qui écartent M. Dupond-Moretti des affaires dans lesquelles il est impliqué. Mais manifestement, la commission d'instruction de la Cour relève qu'il a toutefois gardé des liens étroits avec certains protagonistes des dossiers tant à Paris qu'à Monaco. Pour sa défense, le ministre a fait valoir son droit au silence tout en admettant avoir été, peu de temps, l'avocat de Christophe Agé. Voilà pour la première affaire. La seconde affaire est liée à l'information judiciaire suivie par le parquet national financier sur le présumé financement illicite de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye. Cette enquête aboutit à la mise sur écoute d'une ligne téléphonique
ouverte par l'avocat de l'ancien président, maître Thierry Herzog, sous la fausse identité de Paul Bismuth. Mais le service enquêteur soupçonne que les intéressés ont été avertis de ces écoutes et une enquête dans l'enquête est alors ouverte pour tenter de découvrir la source de cette fuite. C'est cette investigation dénommée Enquête 306 qui fait apparaître Éric Dupond-Moretti. Elle aboutit en effet à l'exploitation de fadettes de certains interlocuteurs de maître Herzog, parmi lesquels le célèbre avocat. L'existence de cette enquête 306 est révélée publiquement par le magazine Le Point le 24 juin 2020. L'article affirme que plusieurs avocats sont concernés, dont Maître Dupond-Moretti. Le 30 juin 2020, Maître Dupond-Moretti adresse au procureur de la République de Paris une plainte contre X pour violation de sa vie privée. Plainte pour laquelle il se désiste dès sa nomination. Mais entre-temps, le 1er juillet 2020, celle qui était encore garde des Sceaux pour quelques jours, Nicole Belloubet, avait confié à l'Inspection générale de la justice la mission de faire le point sur le fonctionnement du PNF et sur cette fameuse enquête 306. Mission toujours en cours lorsque Maître Dupond-Moretti est nommé garde des Sceaux le 6 juillet 2020. Dès le lendemain, le 7 juillet, le syndicat de la magistrature lui demande, par lettre ouverte, de retirer la mission confiée à l'inspection générale afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts. Mais le ministre de la Justice estime que cette demande n'est ni légitime ni opportune et il s'engage à mettre en place un dispositif assurant, je cite, qu'il n'aura pas connaissance de l'évolution de cette enquête. Le rapport de l'inspection sort finalement en septembre 2020. Il préconise notamment de faire évoluer la gouvernance du PNF, mais il ne vise aucun magistrat en particulier. C'est alors que la directrice de cabinet du ministre, Véronique Malbec, ordonne une enquête administrative, cette fois, sur 3 magistrats du parquet national financier, en les désignant nommément. L'ouverture de cette enquête provoque une vague d'indignation chez les magistrats, et lors de son audition, la procureure générale de Paris indique « Ce qui me sidère, c'est que le 18 septembre, on jette en pâture le nom de 3 magistrats. En principe, l'enquête administrative est secrète et doit respecter la présomption d'innocence. Pour un garde des Sceaux qui se dit attaché à la présomption d'innocence, cela paraît paradoxal de dévoiler publiquement le nom des magistrats concernés par ces enquêtes. » En octobre 2020, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique alerte le ministre sur le fait que cette enquête administrative placée sous sa tutelle constitue une situation de conflit d'intérêts. Là encore, M. Dupond-Moretti affirme avoir mis en place des garde-fous qui garantissent, je cite, « l'absence de toute remontée d'informations sur ces dossiers ». Mais ce n'est pas tout à fait l'avis de la commission d'enquête de la Cour de justice. Voilà, dans les grandes lignes, les 2 affaires qui ont amené M. Dupond-Moretti à comparaître devant la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux a-t-il profité de son statut pour régler ses comptes ? C'est la question à laquelle devra répondre cette juridiction compétente pour les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Une juridiction qualifiée de politique par les constitutionnalistes ou encore d'anomalie démocratique majeure par l'association Anticorps. Créée en 1993 dans le contexte de l'affaire du sang contaminé, la Cour de justice de la République est en effet largement critiquée. Pour sa supposée complaisance, d'abord. Il est vrai que peu de ses verdicts ont abouti à des condamnations. Ensuite, cette Cour est composée de 3 magistrats professionnels et de 12 parlementaires, 6 députés et 6 sénateurs, ce qui peut laisser supposer une certaine proximité politique entre ce jury et les prévenus. Mais ce qui en fait l'une de ses particularités les plus contestables, c'est l'absence de partie civile. Les victimes ne peuvent pas se constituer partie civile et ne peuvent donc pas prendre part au débat assistés par leurs avocats. Ni question, ni plaidoirie. Elles n'ont donc pas non plus accès au dossier. Ce n'est qu'en cas de condamnation que les victimes peuvent alors agir devant un tribunal civil pour réclamer des dommages et intérêts. Enfin, il n'y a pas d'appel possible de la décision, seul un pourvoi en cassation est envisageable. Pour François Saint-Pierre, avocat de 3 des magistrats concernés par cette affaire que nous avons interrogé, le procès n'est pas équitable pour les victimes. C'est en tout cas ce qu'il irait plaider devant la Cour européenne des droits de l'homme en cas de relaxe du ministre, nous a-t-il confié. Le procès est prévu jusqu'au 17 novembre. La Cour rendra son verdict par écrit 15 jours à 1 mois plus tard.
Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que Blast n'existe que grâce à vous, alors si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr.